Celle ivoirienne est tournée, mais l'histoire politique ivoirienne continue de s'écrire face à un pouvoir réélu et renforcé. L'opposition significative ivoirienne doit désormais clarifier sa voie, recomposition, stratégie, leadership, crédibilité. Survivre ne suffit plus. Il lui faut convaincre, rassembler et se projeter. Quelle alternative peut-elle encore incarner pour l'avenir du pays? C'est la question qui guidera notre première partie de débat ce soir dans Entre deux News. Dans un second temps, le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, annonce une marche pacifique le 8 novembre prochain. Pour ce débat, 4 consultants. Michel Betta, journaliste DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Betta. Bonsoir Cédric. À vos côtés, maître Cédric Koné, conseil juridique. Bonsoir. Bonsoir Cédric. À ma droite, Lancina Karamoko, analyste. Bonsoir à vous. Bonsoir, et puis Eric Bayala, journaliste, analyste. Bonsoir Eric Bayala. Alors tout de suite, place à notre débat. Première question. Est-ce que vous estimez que l'opposition ivoirienne, celle dite significative, est affaiblie après cette présidentielle? On commence par vous, Eric Bayala. Je pense que d'abord, avant de juger de la faiblesse ou bien encore si l'opposition dite significative est encore à la barre, il est important que nous ayons une rétrospection sur l'ensemble des activités que cette opposition a menées. Parce qu'on ne peut pas faire une appréciation objective si on ne s'invite pas à un bilan. Quel est le bilan aujourd'hui de cette opposition dite objective? Cette opposition est menée par deux grands leaders, notamment le président du PDCI, M. Tidiane Thiam, et le président du PPACI, monsieur le président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne M. Tidiane Thiam, sur qui cette opposition avait compté pour ses différentes tournées à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, on l'a vu déjà depuis sa posture en juillet dernier au sein de l'Union européenne pour espérer que cette institution puisse faire pression sur le pouvoir d'Abidjan. Donc, toutes les démarches qu'il a effectuées là-bas se sont soldées vaines. À côté de cela, il a été également au Parlement européen. Après le Parlement européen, on l'a vu en marge des assemblées générales des Nations Unies. Il a même croisé le vice-secrétaire d'État chargé des questions extérieures du président Donald Trump, croyant qu'avec cette promiscuité, avec cette autre autorité américaine, on aurait pu avoir quelque chose. Après ça, on a vu également sa démarche auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Donc, toutes les actions qu'il a menées à l'international n'ont absolument rien produit. Au niveau local, il y a eu la marche donc, du 9 août et la marche du 16 août au niveau de l'opposition. Bonne mobilisation, mais qu'est-ce que cette mobilisation a pu apporter au Front commun? Pas grand-chose. Il y a eu le mot d'ordre qui a été lancé pour dire non au 4e mandat. Et il faut qu'on empêche donc le pouvoir, et notamment le candidat du RHDP, de faire un 4e mandat en boycottant tout le processus électoral parce que, bon, pour diverses raisons, pour eux, il avait non au 4e mandat. Et quand on regarde également toute cette marche, à l'arrivée, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Donc, cette opposition, pour toute la stratégie avant les élections, pendant les élections, c'est soldé par une démarche infructueuse. Actuellement, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une recomposition et d'une redistribution des cartes pour qu'elle puisse se remettre au goût du jour. Mais pour l'heure, elle est ressortie vraiment en y laissant des plumes. Bien. Maître Déconné, est-ce que vous partagez cet avis d'une opposition aujourd'hui affaiblie? Une opposition affaiblie, non. Je ne pense pas. C'est une opposition qui a été bridée. C'est un processus qui est allé de bout en bout où on a vu la montée en puissance du verrouillage qui a été fait par le régime en place. Cependant, rien n'est perdu tant qu'on est censé rester en démocratie. Voilà, parce que de toutes les façons, nous ne pouvons pas rester dans un état dit de droit sans que les uns et les autres ne puissent s'exprimer. Ce qui me confère la possibilité et la liberté de m'exprimer, c'est le fait que je sois né ivoirien ou que j'ai acquis la nationalité ivoirienne à un moment donné ou à un autre. À partir de ce moment-là, en tant que citoyen, j'ai le droit de m'exprimer sur la chose publique. Donc l'opposition va continuer à exister. Ça peut ressembler à une mauvaise passe. Ça peut ressembler à une faiblesse, mais
il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, pour ceux qui sont au pouvoir, d'organiser les conditions de vie démocratique dans notre État. Si on verrouille tout, parce qu'on a peur de son propre bilan et de son propre résultat, nous ne sommes plus dans une démocratie. Et j'aurais été, comme je le dis et je le ressasse, j'aurais été très à l'aise qu'on nous dise, bon, écoutez, nous allons basculer dans le régime monarchique, vous n'avez le droit à rien. Voilà, non, là, c'est pas... On n'aurait pas eu à s'en plaindre et chacun aurait su à quoi s'en tenir. On a eu des événements ici qui ont montré que les opposants sont brimés. On a eu des communiqués d'autorité qui sont prompts à dire dans tel village, on a tel individu qui a empêché le déroulement des élections, mais on est incapable de produire un communiqué pour situer sur l'identité de personnes qui sont soupçonnées d'assassinat, de tuerie. Donc ça nuit à la cohésion nationale. Il faut qu'une bonne fois pour toutes, le régime qui souhaite démocratiser les choses, qui souhaite à l'international se parer des attributs de la démocratie, joue véritablement le jeu de la démocratie. Pour ce qui est de l'opposition, elle va perdurer, elle va continuer et elle va conquérir le pouvoir d'État. Parce que si on essaie une méthode qui ne marche pas, à un moment donné, je pense que ceux qui animent les partis d'opposition sont quand même de brillants intellectuels, des personnes qui sont madrées et chevronnées. On va utiliser la bonne méthode ou la méthode qui s'impose au moment où cela faut pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Donc rien n'est perdu pour l'opposition. C'est-à-dire avec les actes d'hier, il faut préparer l'avenir. Bien. Lansana Karamoko, est-ce que vous voyez ici des erreurs politiques qui ont peut-être coûté le nouveau mandat qui s'offre au RHDP, des erreurs politiques au sein de l'opposition ivoirienne? Oui, cette opposition est à l'image de ses leaders. Parce que quand on parle de l'opposition, il y a, n'est-ce pas, deux tendances dans cette opposition. Il y a la tendance du président Laurent Gbagbo, qui est complètement de la gauche, et puis il y a Thiam qui est, quoi qu'on dise, même s'il est de l'opposition, il est censé être proche de la droite. Et en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, l'opposition qui l'anime est à son image. Vous savez, Gbagbo, avant qu'il n'accède au pouvoir, a tout ramené à sa personne. D'un système, je dirais, idéologique, ils sont passés carrément à l'idolâtrie. C'est-à-dire que quand Gbagbo décide, dans un sens, c'est comme ça que ça se fait. Il a fait ça dans l'opposition jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Une fois au pouvoir, c'est vrai qu'il a cédé son fauteuil de président du parti à Afin Guessan en son temps, mais toutes les décisions pour l'animation et la vie du parti venaient de lui, les instructions venaient de lui. Et une fois aujourd'hui, encore dans l'opposition, tout est ramené à sa personne. Et tant que cela va être de cette façon-là, l'opposition de Gbagbo ne bougera pas, elle va être affaiblie. Et aujourd'hui, comme il n'a plus de même répondant, le temps ayant fait son effet sur l'homme, aujourd'hui, son opposition est à son image et donc est à l'arrêt. En ce qui concerne le président Thiam, il est en griffe, avec tout le respect qu'il lui doit, il est en train d'apprendre. C'est un apprenti en politique. Il doit pouvoir dire les choses qu'il faut au moment où il faut. Dire quelque chose le matin, c'est dédié l'après-midi. Finalement, ses militants sont complètement désorientés. Et comme il est encore jeune et qu'il a un avenir devant lui, il faut qu'il se forme politiquement. Sinon, la débâcle de l'opposition est à l'image des deux principaux leaders qui ont, n'est-ce pas, animé cette opposition et qui donc, comme vous l'avez si bien dit, ont fait, n'est-ce pas, sur un plateau d'or et cet autre mandat au président Alassane Ouattara. Bien, Michel Betta, est-ce que vous voyez une opposition affaiblie et puis est-ce que le pouvoir a une responsabilité dans l'affaiblissement, si cela est avéré, de l'opposition? J'ai écouté les discours et puis j'ai dit, nous sommes dans deux mondes différents. Mais quand tu regardes aujourd'hui l'image du président Ouattara à l'intérieur, mais elle est totalement dégradée. Il n'a même pas pu aller à l'ONU.
pour la dernière rencontre. Ça vous dit qu'aujourd'hui, la démarche entreprise par le président Tidjane Thiam hors du pays, on l'entend dans les médias. Ils sont tous déçus de ce que Ouattara a fait au pays aujourd'hui, pour lequel ils se sont battus. N'oubliez pas, le départ de Laurent Gbagbo est dû à une résolution des Nations Unies pour faire partir Laurent Gbagbo au profit du président Ouattara. Mais parce que l'opinion internationale avait une haute idée de lui, de sa démarche démocratique. Mais aujourd'hui, on le voit dans les médias, on l'entend. Moi, je suis étonné que vous dites la démarche du président Tidjane Thiam à l'extérieur n'a rien porté. Au contraire, je pense que c'est Ouattara qui va vous rafraîchir la mémoire. Pour vous dire que aujourd'hui, son image à l'extérieur n'est pas l'homme de lui-même. Parce que toute la presse en parle. Je ne sais pas si vous suivez, mais vous êtes hors sol, si je peux m'exprimer ainsi. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, la démarche du président Tidjane Thiam à l'extérieur a porté ses fruits. L'extérieur regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un pays autocratique. On a vu des différents classements qui ont été donnés aussi par des instances et non des moindres. Donc, c'est vous dire, l'opposition aujourd'hui a marqué le point en faisant en sorte que l'opinion aujourd'hui a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, même si elle n'agit pas, parce qu'il y a tellement de crises dans le monde aujourd'hui et qu'il y a d'autres crises à gérer, plus importantes que celle de la Côte d'Ivoire, mais elle a réussi à comprendre ce qui se passe à Abidjan et l'image du président Ouattara en souffre. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'opposition sur le terrain, mais on le voit, toutes les marches que l'opposition a appelées démocratiques, on a vu la mobilisation exceptionnelle. On ne peut pas dire que l'opposition est sans dessous. L'opposition est en ordre de bataille. C'est vrai qu'elle est blâmée, elle est brimée. 700 de ses militants sont emprisonnés aujourd'hui. Elle est en train de s'organiser. Pas forcément des militants. C'est elle qui a appelé à marcher. Des personnes qui avaient des... J'estime que c'est l'opposition qui a appelé à marcher. Tu as vu les armes. On dit qu'ils sont en train de faire une enquête. Les résultats ne sont pas encore sortis et tu attribues des armes à des personnes. Mais il faut arrêter ça. Ce n'est pas le discours officiel qui va remplacer. Non, on aurait des discours officiels. On a vu des violences à Boville, s'il vous plaît. à Yamoussoukro, avec des personnes qui détiennent des armes. Non, elles viennent des deux camps, la violence. Parce que quand on met 44 000 forces de l'ordre dehors pour une élection, ce n'est pas parce qu'on veut la paix. Mais les forces de l'ordre, c'est le maintien de l'ordre. Non, mais elles viennent d'où la violence? C'est parce qu'on empêche les gens de marcher que la violence arrive. Mais pour vous dire quoi, sur le terrain, l'opposition a appelé de tout temps à une marche, à des marches pacifiques. On a vu la mobilisation. Donc, vous dites que l'opposition est vent debout. Peut-être qu'elle est brimée, mais elle tient bon. Et ses leaders aussi tiennent bon. On se pose une autre question avant Eric Bayala. C'est que, est-ce que l'opposition a vraiment un projet pour les Ivoiriens ou c'est seulement un discours anti-Ouattara? Non, vous savez, c'est pas si vous faites... Mais l'opposition a ce programme de société. Vous n'avez pas lu le programme de société du président Tidjane Thiam, vous n'avez pas lu le programme de société du PPAC. Ils ont un projet pour les Ivoiriens. Et aujourd'hui, je pense que le défi économique, le défi social, le défi de l'employabilité auquel le RADP n'a pas pu répondre pour la jeunesse ivoirienne, l'opposition a proposé des solutions. Et je crois que cette législative à venir va nous donner vraiment la réponse. Parce que l'opposition a proposé des choses que je pense que les Ivoiriens doivent adopter. Bien. Et c'est au cours de ces législatives qui vont le démontrer. Alors Eric, la réaction sur ce propos... Et puis il ne faut pas oublier aussi, que, si je peux citer là, rapidement, il ne faut pas oublier que le vote, on a enregistré seulement 50% de participation. Ça vous dit que le message de l'opposition est passé. Sinon, on aurait vu plus. Il y a aussi des partisans du parti au pouvoir qui n'ont pas voté. Non, je dis que quand on analyse le scrutin, le scrutin est resté le même depuis que Ouattara est au pouvoir. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie significative des populations, sur 8 millions d'électeurs, il y a près de la moitié qui ne s'est pas exprimé. Donc, c'est tout cela qui montre que l'opposition tient bon et qu'elle va continuer dans cette voie. Bien. Eric Bayala, réaction là-dessus? Mais je pense que mon ami Bétac a dit qu'on se croirait dans deux mondes différents, effectivement. Parce que son analyse est, je peux dire, est coxigru. Parce que ça ne repose sur rien. Non, quand il parle de l'image du président Alassane Ouattara qui se serait étiolé à l'international du fait que les médias ont un autre regard, qui est négatif sur la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais m'inscrire en faux pour la simple raison que aujourd'hui, quand vous regardez, quand un président d'un parti abandonne ses militants au niveau national, il va se réfugier à l'international et il s'invite à une tournée pour dépeindre négativement le pays pour lequel il entend diriger. Pour aller faire croire que la Côte d'Ivoire est un État autocratique,
sachant bien même qu'il avait une double nationalité et de ce fait, les dispositions de cette loi issue de celle de 1961 l'en empêchaient, va venir dire que celui-là, c'est une personne crédible. Mais quand quelqu'un comme ça, on lui pose une question, et puis il dit, il ne sait même pas que cette loi existait dans la Constitution. Mais ça dit que tout le verbatim ou bien l'argumentaire qu'il a développé, c'est vidé de toute sa substance. Parce qu'un homme d'État ne peut pas prétendre diriger un pays et ignorer des dispositions constitutionnelles qui fondent l'État de droit. Donc, à un tel homme-là, qui va lui accorder du crédit? Non, monsieur, vous êtes effectivement dans une rêverie, croyant que l'image du président Alassane Ouattara, c'est dans les médias. Ça, c'est d'abord un. De deux, au niveau de la participation du président au Conseil, qu'on appelle aux Assemblées nationales des Nations Unies. Mais, cher monsieur, c'est un rassemblement de présidents ou de chefs de gouvernement ou de représentants de chefs de gouvernement ou de présidents. Ce n'est pas le fait de ne pas y être qui fait que vous n'avez plus de crédit. Il y a certains chefs d'État qui ont décidé de faire envoyer leurs représentants. À cette tribune, on n'a pas vu le président du Mali parce que son État s'est dégradé. Il y a plein d'autres chefs d'État qui ne sont pas allés parce que ça participe de leur agenda. Quand vous avez une diplomatie forte comme celle du président Alassane Ouattara, on n'a pas besoin d'aller se jouer tous les ratelés à tous les rendez-vous. C'est ceux qui souffrent de visibilité, qui pensent que quand il y a un rendez-vous international, ils pensent pouvoir y donner de la voix. Mais quand vous avez une diplomatie forte, un carnet d'adresses qui est vraiment reconnu de tous, vous avez une prégnance, vous avez un leadership qui est affirmé, vous avez une vision telle que la statue du président Alassane Ouattara, on n'a pas besoin d'être à tous les rendez-vous pour aller en villégiature. Non, l'image du président Alassane Ouattara ne s'est pas étiolée. Pour preuve, tous les Ivoiriens se sont mobilisés pour lui donner la confiance qu'il faut pour qu'il puisse prédestiner encore 5 années à la tête de la Côte d'Ivoire. La question qu'on vous a posée tout à l'heure, vous avez fait référence des différentes marches de l'opposition. Mais la question du présentateur renvoyait quelle est aujourd'hui la posture de l'opposition après le scrutin. Donc, on ne peut pas dire qu'après le scrutin du 25 octobre, là, vous avez mis toutes une... Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui. Vous avez mis toutes des dispositions, des méthodes pour affaiblir le pouvoir, pour empêcher le scrutin, pour décrédibiliser les autorités d'Abidjan. Mais quand on fait une analyse saine, sans passion, de tout ce que vous avez fait, à quoi est-ce que ça aboutit? Rien du tout. Rien, qu'est-ce que tu appelles rien? Non, qu'est-ce que tu appelles rien? Non, mais qu'est-ce que toi tu appelles rien? Rien parce que... Rien là, c'est quoi? Parce que... Mais l'image de la Côte aujourd'hui, tu la vois? Dans tous les médias, tu l'entends? Parce ou bien toi, tu n'entends pas? Je dis rien. Tu te pousses les oreilles. Je dis rien parce que la vaine promenade de M. Thiam à l'intérieur... Ça n'a rien produit. Ça produit quoi? Ça n'a rien produit. Vos différentes marches et celles que vous entrevoyez faire, parce qu'on va en parler, non, absolument rien Eric Bayala. Alors, oui. Mais Lansina Karamoko, est-ce que pour vous, ou vous partagez cet avis de ceux qui estiment que les leaders historiques de l'opposition, les leaders actuels, doivent passer le relais à d'autres leaders? Oui, ça c'est clair. Le président Gbagbo, heureusement qu'il a annoncé lui-même qu'il va prendre sa retraite, j'espère bien. Cela a été interprété autrement par certains militants du PPACI. Bon, ça n'engage que, mais il a parlé en français. Or, nous tous, on sait lire français, on comprend français. Alors, donc, il a dit qu'il va prendre sa retraite. Retraite, ça veut dire qu'il me met de côté. Il va le faire, ça va être salutaire pour lui-même et pour son parti. Parce que tant que Gbagbo est là, le parti ne bougera plus. C'est terminé. Parce qu'il ne peut plus rien, comme pour parler comme les jeunes Ivoiriens, il ne peut plus rien créer. Et donc, il est bloqué complètement. Et donc, il faut donner une chance, n'est-ce pas, à ce parti-là, de se restructurer, de se réorganiser, de faire venir des nouvelles idées où on ne va pas mettre en avant l'idolâtrie qu'ils ont pour Laurent Gbagbo. En tout cas, tant que Gbagbo est là, ça ne marchera plus. Maintenant, je voulais rebondir rapidement sur ce que le président Ouattara représente à l'international par rapport à Thiam quand le président Ouattara était dans l'opposition. Mais quand il sortait à l'international, ça se ressentait sur le terrain ici. Vous savez combien de résolutions, s'il vous plaît, vous savez combien de résolutions l'ONU a pris pour la crise en Côte d'Ivoire? Les résolutions ont commencé quand? Non, vous pouvez commencer. Ça a commencé quand il y a eu la rébellion? Non, écoutez. Mais alors, le président Ouattara était dans l'opposition, mais il était celui qui était le plus écouté à l'international. Ah, grâce à la rébellion alors? Pas grâce à la rébellion, parce qu'il a une adresse, il a un carnet d'adresse, il a une audience à l'international. Il y avait un mandat d'arrêt international. Que Thiam ne peut pas avoir. S'il vous plaît, M. Beta, écoutez-nous. Mais Thiam,
Qui a levé le mandat d'arrêt contre Le président Laurent Gbagbo a levé son arrêt pour qu'il puisse arriver au forum. Après, ça, il n'y a pas eu d'autres mandats d'arrêt contre c'est le coup d'État contre Bédié qui a levé le mandat d'arrêt. Mais Michel, il faut quand même discipliner le débat. Michel, disciplinons le débat. Quand vous avez la parole, on s'éteint, on vous écoute. Non, mais tu m'interpeller, je vais te parler. Non, t'as pas interpellé. Moi, je vous dis que la promenade que Thiam a faite n'a abouti à rien. C'est ce que tu penses. Et lui-même, aujourd'hui, ne peut même pas revenir dans son propre pays. Alors que s'il vient, on va lui faire personne ne le menace. Ah, c'est toi qui penses. J'ai dit que personne ne le menace. Que Thiam arrive demain, il sera bien accueilli, qu'il vienne combattre. Le président Ouattara n'est pas resté à l'extérieur pour arriver pour accéder au pouvoir. Alors que Thiam vienne en Côte d'Ivoire pour comme nous menons le débat ensemble. Alors donc, pour me résumer, le président Ouattara et Thiam ne jouent pas dans la même division. Et donc, il ne faut pas comparer ce qui ne doit pas être comparé. Et maintenant, l'opposition a intérêt à accompagner le président Gbagbo pour qu'elle puisse se refaire. Et en ce qui concerne Thiam, je l'ai dit à l'entame de mon propos, il faut qu'il revienne en Côte d'Ivoire et venir apprendre la politique parce qu'il est un novice en politique et ça va fatiguer le PDCI. Bien. Maître Sedi Kone, est-ce que le leadership actuel au sein de l'opposition, notamment du PDCI, RDA et du PPACI, inspire confiance aux jeunes générations? Bien évidemment. Avec cette absence à la présidentielle qui était un moment important où certains Ivoiriens attendaient cette opposition-là pour pouvoir leur donner, bien sûr, la voix de ces silencieux-là. C'est humain, la déception. Mais est-ce que l'absence des leaders de l'opposition, c'est une absence voulue par ces leaders-là? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Quand on a multiplié les entraves juridico-judiciaires pour empêcher ces candidats-là d'être sur la liste électorale. Il y avait quand même des cadres de ces partis politiques qui étaient représentés. Il ne s'agit pas de ça. Jean-Louis Billon, qui est d'office un membre qui a trahi la discipline de son parti, qui a aussi trahi la discipline de son parti, l'autre aussi qui a aussi trahi la discipline de son parti. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que des gens avec lesquels on doit aller en rang serré sur des projets qui ne sont pas des projets de politique politicienne, mais plutôt des projets politiques qui trahissent à tout va, qui mettent à mal la cohésion du parti, qui font la part belle au régime? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on appelle à voter pour ces camarades-là? Parce que quand on s'engage en politique, là, premièrement, on a un certain nombre de gentlemen agreements. C'est-à-dire que dans le cas du PPACI, c'est la ligne qui a été tracée par tous les comités centraux, par la convention de 2021, de 2023, je cite de mémoire, c'est cette convention-là qu'il fallait suivre jusqu'au bout. Parce que quand une élection n'est pas seulement faite pour conquérir le pouvoir, très souvent, il y a des messages qu'on adresse également au pouvoir en matière de démocratie. Moi, je suis surpris aujourd'hui que mon aîné Karamoko dise « Oui, il faut que le président Thiam... » Mais pas plus tard qu'hier, avant-hier, 7 cadres du PDCI ont été convoqués à la préfecture de police. Sans motif. 13 cadres Est-ce que Thiam a déjà été convoqué? Je dis 13 cadres du PPACI, hier également, ont été convoqués avec, comme Michel le dit, des motifs qu'on ne connaît pas. Mais c'est du harcèlement. C'est du harcèlement parce qu'on ne peut pas dire, oui, il faut que l'opposition accompagne le régime, il faut que l'opposition fasse la démocratie, quand le matin, on va nous adresser des convocations. Mais à quel moment est-ce qu'on construit un état de droit? La justice ne peut pas être un instrument de répression politique. Concrètement, quelle perspective au sein de cette opposition-là pour mieux la repositionner d'ici à 2030? La perspective, comme je suis en train de vous le dire, il y a des transmissions. C'est le renouvellement non, il y a des transmissions. Parce que quand on parle de génération ici même, là, c'est un mot qui est galvaudé, malheureusement. Quand vous prenez la génération du président Laurent Gbagbo, ça signifie quoi dans notre vie et en politique? Ça signifie que pendant 22 années, des personnes qui ont été des acteurs par et pour Laurent Gbagbo, le jour où le président Laurent Gbagbo décide de mettre un terme à sa carrière politique, il ne faut pas que ces acteurs-là se trompent. Ils vont partir avec le président Laurent Gbagbo parce qu'ils font partie de la génération du président Laurent Gbagbo, peu importe leur âge.
Voilà, ils ne vont pas revenir et inventer l'eau chaude en la laissant refroidir. Donc, la transmission générationnelle, elle se fait progressivement. Parce que ce qu'un vieux qui est assis voit, un jeune qui est debout ne voit pas. Donc, il faut une symbiose entre la jeunesse et la vieillesse pour aboutir à un projet qui est concret et qui est viable. Donc, il ne faut pas aller dans la précipitation et puis penser que c'est une course de relais, ça va constituer une panacée politique. Bien, non. merci. Michel Betta, est-ce qu'aujourd'hui on a un problème d'ego au sein de cette opposition qui paraît incompris par une bonne partie de l'opinion nationale, qui n'a vraiment pas compris le fait que ces grands partis, le PDC-RDA et le PPACI, n'ont pas donné de mot d'ordre à la récente présidentielle ivoirienne pour pouvoir soutenir un candidat? Le mot d'ordre était clair. Ils avaient leur candidat était exclu. Donc, ils avaient quoi à faire? Ils ont essayé par tous les moyens démocratiques pour faire réintégrer leur candidat. Parce que ne pensez pas que le choix de ces leaders-là est leur fait. C'est le fait de leurs militants. C'est-à-dire que c'est les militants du PDCI, du PPACI qui ont porté leur choix sur ces leaders-là. Certains militants remontés, on a vu l'une des récentes déclarations du PPACI qui demandait aux responsables locaux du parti de faire remonter des irrégularités constatées lors de la présidentielle. Des militants se sont plaints sur la toile. Non, ça, ce n'est pas des voix Certains officielles. militants. C'est des. J'ai dit, donc, je suppose que c'est des voix sur la toile. C'est la démocratie. Laissez ça sur la toile. C'est un Je parti parle pas de voix politique. officielles. Un parti est structuré. Un parti politique demande des choses qui sont propres au concours de la démocratie. Vous n'avez pas participé à l'élection, vous voulez qu'on vous dise Non, ils ont participé aux élections. Quelle élection? Attendez, Est-ce que quand pour tu autant on exclus n'est pas quelqu'un, citoyen quand on est-ce que participe tu aux exclus élections? quelqu'un, tu penses qu'il ne participe pas? Ah ben non. Mais il a... En fait, c'est... Bon, d'accord. Laisse-moi pousser. Mais son absence, C'est pas à toi en rencontre. Allez-y rapidement. Donc, pour dire que l'opposition de tout temps est partie prenante au processus électoral. Elle a présenté ses candidats qui ont été exclus. Donc, il faut en tenir compte. Quand tes candidats sont exclus, qu'est-ce que tu fais? Tu te bats pour qu'ils soient réintégrés. Et c'est dans cette démarche-là l'opposition s'est inscrite. C'est dans cette démarche-là, hier, les partisans du président Ouattara se sont inscrits pour sorte que le président Ouattara a été intégré sur la liste pour être candidat un jour. Et il a été président. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette démarche payera? Mais forcément, elle doit payer. Pour la paix, encore une fois, on ne peut pas... Moi, je dis souvent matériellement, quand je regarde un peu les motifs pour lesquels ces leaders de l'opposition ont été exclus, je dis, mais il faut qu'on se remette en cause quand même. On ne peut pas dire qu'on veut des élections. On ne peut pas dire qu'on veut que tous nos citoyens soient sur une liste électorale, pendant que d'autres, on cherche des mécanismes pour les exclure. Pour quelle raison? On veut que tout le monde participe. Laissons-les participer. Bien, voilà, merci. bref, pour dire qu'aujourd'hui, s'agissant de l'opposition, moi je crois que l'opposition est une démarche démocratique et c'est ça qu'il faut saluer. Parce qu'il ne faudrait pas donner l'impression qu'on a besoin de s'affronter, durablement pour qu'on arrive à... Malheureusement, on assiste à des affrontements par moment. Parce que le parti au pouvoir a décidé d'utiliser la force pour réprimer la parole. C'est ça la question. Alors, Eric Bayala, avant de lancer Nakaramoko, comment sortir des querelles d'ego pour construire une alternative crédible au sein de l'opposition politique ivoirienne? Bon, d'abord, avant de répondre à cette question, Allez-y. je voudrais dire simplement que tous ceux qui n'ont pas participé à cette élection n'ont pas été exclus. Parce qu'on parle d'exclusion lorsque il y a manifestement des dispositions juridiques qui sont prises comme des lois pour empêcher certains candidats, on parle d'exclusion. Il y a eu des artifices, Eric. Il faut qu'on arrête de jouer sur les mots. Il y a eu des artifices. Tel que nous l'avons vu, nous l'avons vu en 2000, où le code électoral a été modifié pour empêcher le président le président Alassane Ouattara d'être candidat. Qui l'a modifié? Mais ça a été modifié. Mais qui l'a modifié? Oui, mais ça a été modifié par le général Gueye. Mais c'est comme tu me dis que la Constitution a été modifiée pour que Ouattara fasse 4e mandat. Laissez-moi Non, il faut arrêter ça. Mais il faut arrêter ça. Je suis en train de prendre un exemple pour que vous puissiez intégrer... Non, je suis en train de prendre un exemple pour que vous puissiez intégrer une bonne fois pour toutes ce que c'est qu'une exclusion. Comment on juge cette un ancien chef exclusion-là, d'État, Eric? une loi a été prise pour empêcher M. Alassane Ouattara d'être candidat. À côté de cela, la Constitution de 2000, on y a ajouté des dispositions pour exclure le président Alassane Ouattara. Et le président Laurent Gbagbo a revendiqué cette paternité au forum. Il dit oui, il ne sert à rien de faire des débats. L'article 35 a été monté contre le président Alassane Ouattara. Tout le monde a entendu. Mais qui l'a fait? Bon, demandez à celui qui l'a proclamé. Non, et quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'exclusion. Mais depuis que le président Ouattara est là, aucune loi n'a été prise
pour exclure un des candidats? Si oui, donnez-moi la loi que le président Alassane a pu prendre pour exclure un candidat. L'exclusion est flagrante. Laquelle? D'abord, même, comment est-ce qu'on arrive au jugement qui exclut le président Gbagbo? Un ancien chef d'État n'est pas justement, comme un citoyen lambda. C'est la même chose quand on convoque des anciens ministres que le président Alassane Ouattara a eu à prendre des députés pour à la police. exclure un de ses adversaires. Voilà, voici des exemples qui sont sous tes yeux. Je reviens pour finir. Il a fait du verbiage que... Pour revenir, regardez. Nous, la constitution ivoirienne a été plus ou moins... La constitution de 2016 dit qu'on ne juge pas le chef d'État. Écoutez, parce que si vous avez votre temps de parole, j'aurai la même attitude. Il n'y a même pas de problème. Non, pas du tout. Allez-y, Eric Bayala. Notre constitution est plus ou moins calquée sur le modèle français. Mais on sait toujours que Marine Le Pen, qui est du RN, est une redoutable adversaire politique. Mais là, elle est exclue pour les prochaines... Pardon, elle est empêchée par une disposition de loi pour les prochaines présidentielles. Donc, on n'a pas vu Marine Le Pen dire qu'elle a été exclue. Parce que c'est ça la procédure républicaine. Elle trouve une pièce de rechange pour que son parti participe à ces élections. Mais justement, donc voici les mêmes dispositions. Ça aurait été en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, pour des gens qui vont se promener en Europe, mais ils n'ont pas... On dira en Côte d'Ivoire et non en Afrique. Pardon, en Côte d'Ivoire, voilà, ailleurs. Mais je veux dire, pour des gens qui sortent de la Côte d'Ivoire, pour aller en villégiature en Europe, regardent tout sauf l'essentiel. L'essentiel pour eux, c'était de voir la posture de Marine Le Pen, qui respecte les lois du pays qu'elle entend diriger. Merci, Eric Bayala. Voilà, on n'a pas parlé d'exclusion. Alors, Lansina Karamoko, est-ce que vous estimez que l'opposition peut-elle encore s'unifier d'ici les prochaines présidentielles ou même les législatives qui arrivent dans quelques mois? Et puis, est-ce que la rue aussi reste un outil légitime d'expression politique? Non. La rue, si elle devrait pouvoir leur servir à quelque chose, je crois qu'elle... On l'aurait senti, n'est-ce pas? La Constitution consacre aussi la liberté de manifestation. La même Constitution consacre, demande au président de la République également de veiller, n'est-ce pas, à la sécurité de tous les Ivoiriens s'ils pensent que telle activité ou telle activité peut mettre en cause, n'est-ce pas, la quiétude des populations. En quoi une marche pourrait mettre en cause la sécurité? Puisqu'on va venir parler de marche tout à l'heure, je ne voulais pas m'avancer sur ce dossier. D'accord, on aura l'occasion. Voilà, on aura l'occasion. Mais toujours est-il que cette opposition-là, elle a intérêt, c'est ce que nous souhaitons tous, qu'elle se ressaisisse et qu'elle aille aux législatives, n'est-ce pas? Dans la mesure où c'est elle qui décide. Sinon, on a la même constitution, on a la même commission électorale indépendante, ça sera la même liste électorale, mais je crois qu'elle devrait se dépasser, pour pouvoir, n'est-ce pas, participer, n'est-ce pas, à ces élections. Sinon, si elle ne participe pas à ces élections, bon... Je crois qu'il va falloir fermer boutique pendant un bon moment. Bien. Michel Betta, est-ce que le Parlement va rester ici comme un espace encore utile pour l'opposition, pour pouvoir mieux se repositionner? Moi, je crois que l'opposition a déjà donné... Il faut encore attendre 2030. Non, l'opposition ira à cette législature, ça c'est clair. Non, parce que, en fait... Mais de quelle manière? En s'unifiant? En unissant ses forces, on l'a vu. Parce que vous avez vu... Cela n'a pas marché lors des dernières législatives. C'est pas que ça n'a pas marché, ils ont mis leurs candidats qui ont été exclus. Ça, il faut le répéter. Non, législative. Le PDCI avait un candidat. Tu parles de certains points. Il y a d'autres points. Il y a d'autres points quand même où ils se sont unis. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas une unité au sein de l'opposition. Voilà, mais il y a d'autres points où ils se sont unis. Et puis, en parlant d'unité, c'est maintenant le Front commun est créé. Avant ça, il n'y avait pas eu de front. Mais ces partis existaient. Non, les partis existaient, mais il n'y a pas d'unité. On parle d'union, d'unité. Donc, maintenant, le Front commun existe. Et le Front commun regroupe des entités significatives que sont les partis, que le PPACI et le PDCI. Ceux qui sont partis, en se dissociant de ces leaders politiques, là, ils ont vu leurs résultats. Donc, aujourd'hui, ils ont tout intérêt. Ils ont vu leurs résultats. Donc, ils ont tout intérêt à se greffer à ces entités-là pour espérer exister aux législatives. Et je pense que... Mais pourquoi ne pas une stratégie de boycott comme à la présidentielle? Voilà, ils n'ont pas boycotté. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas entendre raison. Mais on vous dit qu'ils ont été exclus, vous parlez de boycott. Le boycott est venu à quel moment? Ou bien, c'est quoi la question? Non, il faut arrêter ça. Ils n'ont jamais boycotté les présidentielles. Ils ont été exclus. Vous n'avez pas entendu que ça a été ainsi. Michel, je vais dire, Michel,
Non, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc, Beta Michel est vraiment dans une autre chose. C'est toi Voilà, qui il est dans autre chose. C'est-à-dire il est en pleine consultation de maraboutage, donc ce sera difficile pour lui d'entendre raison. Je disais que l'opposition, c'est maintenant le Front commun est né. Et le Front commun a toujours mené sa bataille ensemble. Et je pense que ces législatures donneront l'occasion. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, ces partis d'opposition ont proposé un programme devant l'échec significatif de la lutte contre la cherté de la vie, devant l'échec significatif des questions d'emploi pour le régime en place. Après 15 ans, quand on parle de renforcer, l'opposition propose des solutions. Et je pense que ces législatives vont donner l'occasion de leur donner raison. Je voulais quand même répondre rapidement. Allez-y rapidement. Voilà. Mais quand vous dites, Michel, que l'opposition n'a pas appelé à boycotter ce vote, je me demande si on est dans la même Côte d'Ivoire. Qui a demandé à boycotter? Qui a boycotté? Le PPAC a demandé à aller à la bagarre de boycotter ces élections. C'est ton discours, mais c'est celui du PPAC. J'y arrive. Et mieux, Thiam a dit, en 7 jours, il faudra changer les choses dans ce pays. Il a dit. Il a dit quoi exactement? Il faut bien répéter ce qu'il a dit. Il a dit en 7 jours. S'il vous plaît, Maître Dikoné. Il faut assumer. Ils ont appelé à boycotter. Bien, Maître Dikoné, est-ce qu'il faut une stratégie de boycott ou participation totale aux prochaines élections législatives, municipales et présidentielles à venir également? Écoutez, tout va dépendre du contexte des discussions et de l'opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un régime qui verrouille tout de bout en bout, l'exercice populaire de la démocratie va s'exercer? Parce que les députés, c'est l'émanation de la volonté populaire. Si, dans un suffrage universel direct, on multiplie toutes les astuces pour verrouiller, pour entraver la participation de l'opposition aux élections, qu'en sera-t-il de l'Assemblée nationale? C'est-à-dire que tout va se jouer au niveau local. Si l'opposition estime qu'elle a une maîtrise totale sur le processus de bout en bout, elle ira à ces élections. Et ça, c'est normal parce qu'il faut contrebalancer le pouvoir exécutif, encore, si on est encore dans un système démocratique, parce qu'on a vu à des élections régionales et municipales des hommes de main de certains candidats rentrer dans les bureaux de vote, casser les urnes. On l'a vu à Sassandra. Je vois Karamoko s'en étonner, mais on a vu ça à Sassandra. Ça a été filmé sur les réseaux sociaux. On a vu également l'attaque en 2023. On a vu également l'attaque du foyer des jeunes de Makori, nuitamment par des individus qu'on n'a jamais pu identifier par miracle. Donc, si l'opposition a l'assurance que le processus sera libre, transparent et démocratique, elle devrait y aller. Si l'opposition constate que ce sont les mêmes entraves, ce sont les mêmes subterfuges qui ont été utilisés au cours de la présidentielle qui seront encore servis pour ces législatives, je pense que l'opposition gagnerait à rebâtir toute sa stratégie avant d'aller à des élections. Dernière question pour vous en 30 secondes. Est-ce qu'il faut réinventer l'idée même d'opposition en Côte d'Ivoire? Non, l'opposition joue son rôle. L'opposition joue son rôle. Il faut juste implémenter le principe de l'opposition. Il faut aussi laisser la démocratie s'enraciner, c'est-à-dire à travers le respect des lois de la Constitution, pas au gré de nos humeurs. Voilà. Sinon, on n'avancera pas. Éric Bailly a la même question. Faut-il réinventer l'idée de l'opposition? Bon, non, en fait, je pense que l'opposition elle-même doit pouvoir tirer les leçons de sa posture actuelle. Parce que quand on a une opposition qui dit une chose et son contraire, qui se renie, parce que tout à l'heure, dans les propos de mon ami Michel Beta, il a dit qu'il n'y avait pas d'union entre l'opposition pour aller aux législatives passées. Mais c'est faux. On a vu les candidats du PDCI et de EDS se mettre ensemble pour aller à l'assaut de certaines circonscriptions. Effectivement, ils se sont mis ensemble. Oui. Donc, il ne faut pas qu'ils disent, parce que ça n'a pas été matérialisé, peut-être comme c'est en haut, que ça n'a pas eu lieu. Effectivement, il y a eu, qu'on appelle ça, des alliances entre le PDCI et certains partis de l'opposition pour aller à la conquête de certains sièges. Bien. Voilà, donc ça c'est d'abord ce que je devrais d'abord relever. Maintenant, pour ce qui est de la posture de l'opposition aujourd'hui,
Mais d'abord même, il y a le positionnement idéologique. Quand vous voyez les communiqués du président du PDCI, qui est très proche de la droite, qui fait des prises de parole le matin, comme vous l'avez dit, et le soir, il se réunit, c'est différent de son approche avec celle de l'opposition, de la gauche, qui, elle, est dans une posture de combat permanent. Bien, merci. Donc, merci. Tant que ça sera comme ça sera difficile pour l'opposition Merci, de revêtir une certaine lucidité et de mener, On si vous voulez, termine avec vous, le Michel Bita, contrepoids rapidement, de la gestion 10 du secondes. pouvoir. Non, je l'ai dit, il faut le des préciser pour clarifications. mon confrère Bayala. J'ai dit que c'est maintenant le fonds commun vient de se mettre en place. Mais qu'il y a eu des points d'accord quelque part sur certains Mais ça, vous points ne dans l'avez pas dit dans LNDC. votre prise de parole. Merci. Merci. C'est l'heure. Mais pour parler maintenant de Ok. choses, de la suite du combat idéologique de l'opposition, moi je pense que l'opposition est dans une dynamique où il a montré suffisamment sa cohérence. Sa cohérence, son unité pour aller aux élections futures. Donc, Merci. moi, Bien. ça va s'exprimer dans les suites. C'est l'heure du chiffre du jour. Voilà, le chiffre du jour, c'est 53,66. Au Cameroun, la presse quotidien vire à la paralysie depuis la confirmation de la réélection de Paul Biya avec 53,66% des voix. Des violences ont été éclatées dans plusieurs villes, poussant entreprises et transports à cesser leurs activités. Stations-service et commerces incendiés, le risque de pénurie grandit. Tout est à l'arrêt au Cameroun, alertant les transporteurs et patrons de PME, redoutant un effondrement économique si la crise s'installe dans le pays. Commentaire chacun en 30 secondes. On commence par vous, M. Déconné. Écoutez, j'ai l'impression, puisque je ne suis pas sur les lieux, parce que ce qu'on apprend souvent et ce qu'on vit sur le terrain, en fonction de ces deux faits-là, on a des analyses différentes. Mais je constate que dans tous les États africains et même dans le monde, il y a une montée de la génération Z qui, petit à petit, s'exerce à la chose démocratique, revendique son droit quand elle estime que les combats pour lesquels elle s'engage sont justes. Donc aujourd'hui, les Camerounais, quand même poussés par des années d'immobilisme, ont envie de passer à autre chose. Et ça justifie malheureusement cette crise-là pour démontrer que les Camerounais ont vraiment envie de passer à autre chose. 8 mandats en 8 ans, quand on rencontre des Camerounais à l'extérieur, ils n'ont pas toujours des mots flatteurs vis-à-vis du régime. Il y a eu beaucoup d'immobilisme. Donc aujourd'hui, ils ont envie d'insuffler une nouvelle dynamique avec un nouveau dirigeant qui pourra apporter de nouvelles choses. Donc ça s'exprime aujourd'hui par cette violence qui malheureusement va marquer durablement ce pays. Nassina Karamoko. Oui, je crois que c'est malheureux pour le Cameroun. C'est vrai que oui, quand même, un mandat, c'est beaucoup trop. Et les Camerounais ont besoin de changements. La classe politique, elle est très vieillissante et je dirais même qu'elle n'est plus à mesure, n'est-ce pas, de pouvoir diriger le pays. Ça, c'est une réalité. Et donc, à l'opposition, aujourd'hui, quand on est passé au vote, 53%, comparé aux 70, 75, 80% des années antérieures, c'est que le taux est en train de se resserrer progressivement sur le régime. Mais ce qui est malheureux, c'est vrai que les populations ont besoin de changements, mais ils sont en train de casser tout le peu qui a été construit là-bas. Les populations qui sont déjà pauvres sont en train de s'appauvrir davantage. C'est ce qui est dommageable. Et j'espère bien que la raison va visiter les uns et les autres et que le vieux, c'est-à-dire le chef Biya, va peut-être comprendre qu'il faut desserrer le taux pour que le pays puisse se retrouver à l'aide de l'avant. Bien. Michel Bita. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas si elle est vraie, mais celle de Biya en train de recevoir les félicitations de ses proches. Mais c'est un président presque impotent qui est encore à la tête de ce pays-là. Parce qu'il n'arrivait même plus à tendre la main à ceux qui venaient le saluer. C'était vraiment déplorable quand même, cette image-là. Ça montre un peu que 8 mandats, c'est un peu trop. Même si ça ressemble un peu, ça fait le double de ce que le président Ouattara est en train d'exercer ici. Lui, il est à 4, l'autre est à 8. Vous voyez que c'est des choses... Le futur mandat n'a pas encore démarré. Oui, mais c'est ça, c'est la moitié. Le Conseil constitutionnel n'a pas encore validé les résultats de cette élection. Les résultats partiels.
Ouais. Non, il a déjà admis. Voilà, il dit quatrième mandat. C'est des faits. Donc c'est On a besoin de- c'est pas. C'est les Je faits. dis, c'est un peu trop et ça use. Ça use et bon, on voit aujourd'hui que même le candidat, un président, je parle de Biya, est vraiment dans une forme qui ne rassure pas. Qui ne rassure pas et ce n'est pas fait pour arranger l'économie du pays. C'est vrai qu'il y a des casses, mais je pense que les casses, ça ne se répare très vite. Mais il faut qu'on passe à autre chose avec Bien. ce président-là. On termine avec vous, Éric Bayala. Oui, moi, je pense que au-delà de tout, quand on parle d'un pays, il faut avoir du respect pour ce pays. S'il est vrai que ce pays est considéré comme tel, c'est parce qu'il existe des institutions qui fondent même, si vous voulez, le principe premier de l'existence de ce pays. Notamment, parmi ces institutions, il y a le Conseil constitutionnel. On parle de 8 mandats de Biya. Est-ce que la Constitution du Cameroun permet à un individu de faire autant de mandats? Oui, la Constitution le permet. Donc, à ce niveau, moi, je n'ai pas de problème. C'est les lois du Cameroun. C'est vrai que celui qui brigue ses mandats aujourd'hui avec le temps est d'un certain âge avancé, mais on ne peut pas aussi également priver le droit de ceux qui veulent le voir diriger le pays de s'exprimer, quel que soit l'âge, parce qu'ils savent ce que M. Paul Biya leur a apporté. Merci. Et à côté de ça, je veux dire, pour finir, quand la Constitution, sinon le Conseil constitutionnel finit de donner des résultats, il appartient à tout peuple de dire, par exemple, qu'on n'est pas d'accord, mais en organisant de façon pacifique, comme la Constitution le permet, des manifestations pour le dénoncer. Mais quand vous faites les pillages des entreprises, vous cassez les stations, vous y mettez le feu, vous volez. Mais en ce moment-là, on n'est plus dans un état de droit. Bien, merci. Et donc, ce sont des actes à condamner. Merci, Éric Bayala. C'est l'heure de la réclame publicitaire. On revient juste après pour notre second sujet consacré à la marche annoncée du Front commun, du PPACI, pardon. Voilà, deuxième partie de cette émission. Le PPACI de Laurent Gbagbo annonce une marche pour le 8 novembre prochain. Pourquoi marcher encore, Maître Dikone? Oui, parce que tout simplement, les marches, c'est l'expression d'un désaccord en démocratie. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de nouveau dans cette période transitoire où il y a eu un simulacre d'élection et à partir de là, le PPACI ne reconnaît pas cette élection-là, donc les instances qui en sont issues. Donc le PPACI annonce une marche pacifique pour dénoncer cela, pour dénoncer également les emprisonnements des citoyens ivoiriens et des militants du PPACI qui se sont faits dans la période de l'entre-deux jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la seule arme dont dispose l'opposition, c'est la marche pour revendiquer un certain nombre de droits qu'on lui dénie depuis depuis même le début de l'année, un refus total du dialogue, un verrouillage institutionnel clair, une répression et tout. Donc le PPACI choisit de s'exprimer dans la rue de manière pacifique. Voilà. Bien. Éric Bayala, vous, quel sens donnez-vous à cette marche du PPACI? Et puis, est-ce que vous voyez une marche de contestation des résultats de l'élection présidentielle ou un combat plus large pour la démocratie en Côte d'Ivoire? Mais je pense que le processus électoral prend fin à partir du prononcé du verdict par le Conseil constitutionnel. Et jusqu'à cette date, nous avons des résultats provisoires qui indiquent clairement que le président Alassane Ouattara a gagné brillamment ses élections. Et cette période est consacrée aux différents recours, sinon aux éventuels recours qui pourraient être menés par les candidats qui ont participé à cette élection. Donc, après les délais qui seront réservés pour ces différents recours, le Conseil constitutionnel pourra valablement se prononcer. Après donc la proclamation officielle et définitive du Conseil constitutionnel, ça va mettre fin au processus électoral de la présidentielle. Donc nous sommes pour l'instant dans le processus électoral. Donc à partir de cet instant, il y a que le PPACI organise une marche. Vraiment, je me pose même la question sur la nécessité de cette marche et qu'est-ce que cette marche va leur apporter. Parce que vous envoyez vos militants
aller saccager les urnes, aller casser, j'allais dire, des lieux de vote. Non, le PPACI n'a pas envoyé des militants à casser des urnes. Je vous dis, on n'a pas vu de déclaration. Dans le cas du Front commun, les militants qui constituent le Front commun sont ceux du PDCI et du PPACI. Et donc, c'est eux qui, après l'interview de l'un de leurs leaders, qui a estimé que cette élection était un braquage électoral et qui a dit qu'il n'entendait pas accorder du crédit à ce processus électoral, ces militants qui étaient en attente d'un mot d'ordre. Mais un mot d'ordre qu'il a réussi à passer entre les lignes en disant que je ne les invite pas à venir dans la rue, mais je soutiens ceux qui sont dans la rue. Donc, il s'adresse à ces militants. Donc, ceux qui étaient dans la rue, qu'il soutient, ce sont ces militants. Donc, ceux qui ont cassé les urnes, qui ont empêché les votes par endroit, ce sont ces militants. Et ceux-ci ont été pris comme de petits lapins. Ils croupissent en prison sans aucune assistance de ces différents leaders qui ont appelé à aller dans la rue. Donc, ensemble, pour vous, cette marche n'est pas nécessaire. C'est une provocation de trop. Bien. Parce que pour l'instant, ceux qui sont actuellement en détention, ils n'ont aucune assistance juridique, aucune assistance en termes même de soutien alimentaire, rien du tout. Et ils veulent encore grossir le nombre de leurs militants en prison. Merci. Sinon, je pense qu'il était l'heure, là je chute, pour le PPACI, il est l'heure pour lui de tirer les leçons de toute sa posture en faisant un bilan des actions qu'il a eu à mener et ensuite réorienter sa lutte. Parce qu'en maintenant une marche le 8 novembre, pendant qu'un autre processus électoral est en train de se mettre en place, celui des législatives, ce serait concourir à accentuer la psychose sur le climat électoral. Et je pense qu'un État sérieux ne peut pas permettre cela. Bien. Voilà pourquoi je trouve que la marche est inopportune. Lansana Karamoko, est-ce que vous aussi, vous voyez une provocation et une marche qui n'est pas nécessaire selon votre lecture? C'est une provocation, la marche n'est pas nécessaire. Et puis ceux même qui annoncent cette marche, est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de marcher? Est-ce qu'ils ne font pas ça pour se donner de la contenance aux yeux de leurs militants qui se sont sentis abandonnés à un moment donné? Parce que quand on annonce une marche, comme ils le disent, marche pacifique, et que dans les deux dernières lignes de leur communiqué, ils disent que c'est un simulacre d'élection, que nous ne reconnaîtrons jamais, alors quel est ce pouvoir-là, ce régime-là qui peut autoriser une telle marche? Elle ne peut pas être autorisée. Alors qu'on n'avait pas mis ces deux dernières lignes, on aurait dit oui, c'est une contestation, oui, c'est pour marcher pacifiquement, oui. Mais quand tu dis déjà que tu remets en cause l'élection, que tu ne reconnaîtras jamais, c'est que tu ne veux pas que tu aies l'autorisation de marcher. Donc, pour résumer, en réalité, leurs militants se sont sentis abandonnés. Ceux qui ont osé ont été arrêtés, sont en prison. Et comme on ne veut pas dire, et on ne veut pas qu'on leur dise que voilà, vous avez échoué, vous avez envoyé des enfants des gens à la rue, on les a attrapés, ils sont en prison, il n'y a pas d'assistance, comme Maître Dadié l'a dit, alors il faut lancer une marche pour dire on est toujours debout. En réalité, ils ne veulent pas de cette marche parce que le pouvoir n'acceptera jamais une marche avec un tel esprit. Bien. Michel Betta, on se demande aussi, est-ce qu'on peut obtenir une issue politique dans la rue? On a vu plusieurs marches avant même la présidentielle qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas donné de fruits positifs pour l'opposition ivoirienne. Vous savez, quand on parle de résultats positifs, je me pose la question, je dis, mais hier, comment certains ont obtenu des résultats positifs? Parce que hier, on était dans le même schéma. Certains se sont sentis exclus de la présidentielle. Ce n'était pas le même pouvoir. Non, je veux dire, la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui sont en train de marcher. Hein. Bien. C'est pas, effectivement. Oui. Donc, hier, d'autres ont marché parce qu'ils estimaient à un moment que leur candidat était exclu. Donc, ils ont marché jusqu'à obtenir gain de cause. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à d'autres Ivoiriens de marcher pour espérer obtenir gain de cause quand ils estiment que certains de leurs leaders sont exclus. Non, il faut avoir le triomphe modeste.
il faut avoir le triomphe modeste. Je ne vais pas parler... Le triomphe que vous ne reconnaissez pas. Non, Il ne peut pas être modeste. mais quand je dis le triomphe modeste, quand on utilise 44 000, plus de 44 000 agents de force de l'ordre pour maintenir la paix, soit disant la paix, soit disant sécuriser une élection, à laquelle les gens ont appelé à boycotter. On veut que vous avez appelé à boycotter, on veut mettre en place un climat de psychose. Vous aurez souhaité qu'il n'y ait pas de force de l'ordre lors de ces élections? Il n'y a jamais eu d'élection sans force de l'ordre. Il y a pas toujours eu des élections avec des forces de l'ordre. Pas des chars dans les rues. Pas dans les chars dans les rues. Dans quelle rue, Michel Bétard? J'ai vu des chars. Des camions à Yopougon. On a vu ça. À Dabakala, on n'a rien vu. Tu ne pouvais pas voir. Donc, je vous dis qu'on est dans un système où on veut empêcher des Ivoiriens de s'exprimer. Et ça, moi, je pense que ça ne doit pas être la démarche de Ouattara. Quand le président lui-même qui est là, il est le fruit de l'expression de la rue des Ivoiriens qui ont estimé à un moment que son combat était noble et qu'il a été exclu d'une présidentielle. Donc aujourd'hui, on ne peut pas brimer les autres parce qu'ils veulent voir aussi leur leader s'exprimer dans les urnes. Le mieux pour nous, quand on a atteint ce niveau-là, le mieux pour nous, c'est de créer un climat de paix. C'est de créer un climat de rassemblement, d'union. Un climat dans lequel chaque Ivoirien puisse aller voter en sachant que ce qu'il va faire, c'est un acte citoyen. Et comment créer ce climat? Mais c'est dans la main de ceux qui dirigent, mais pas de dire que les chiens envoient la caravane. Non, nous souhaiterons que vous fassiez mais les propositions sont simples. Accepter la table de discussion à laquelle appelle depuis longtemps l'opposition. L'accepter, la prendre en compte et faire des propositions concrètes au sortir de ces négociations-là, afin que les Ivoiriens n'aient le cœur apaisé. On ne peut pas continuer de brimer et puis dire non, c'est une provocation. On provoque qui quand on marche? Dites-moi, vous qui parlez de provocation. Quand quelqu'un s'élève... On a vu des violences. Non, j'ai dit la marche. Non, s'il vous plaît. Quand on dit violence, il y a opposition. Parce qu'il ne faut pas penser que celui qui s'élève pour aller marcher, il vient... Autorisée. Non, allons doucement. Quand on dit violence, il y a opposition à la marche. C'est ça la violence. C'est parce qu'il y a une opposition à cette marche pacifique que ça crée des violences. Mais si on encadre, quand on veut encadrer les marches, quand on veut les conduire à pouvoir les laisser s'exprimer... Les autres marches qui ont eu lieu ont été autorisées. Non, la question de l'autorisation, c'est un autre aspect juridique. Mais je ne veux pas m'attarder dessus. Je dis, quand on veut permettre aux gens de s'exprimer, on ne s'oppose pas à l'expression populaire. Parce que la marche est un droit constitutionnel. Bien. Il faut le rappeler. Il ne faut pas se Karamoko, blâmer et puis penser qu'on est en train de faire Comment la paix. concilier la liberté de manifester et l'obligation de préserver la cohésion nationale au lendemain d'une élection qui, qu'on le veuille ou pas, était tendue? Voilà, c'est pourquoi nous sommes des contemporains, on est un témoin de ce qui s'est passé dans un passé, même s'il y a 10-15 ans, qui est quand même récent. Vous savez, en 2000, lorsque, d'une part, Gueye avait été proclamé vainqueur par Tia Kone, et qu'après, Gbagbo a demandé à descendre la rue, et que finalement, c'est lui qui s'est installé. Le RDR a estimé en son temps que le pouvoir était dans la rue parce que les choses ne s'étaient pas passées dans les meilleures conditions possibles et que le parti avait demandé quand même à ses militants de manifester, mais ils ont été massacrés. Par qui? Par le régime de Gbagbo. Mais Gbagbo n'avait pas encore installé, tu dis la massacré. Il était installé et investi par Tia Kone. Non, je ne suis pas dangereux, j'ai dit les faits. Mais tu dis d'autres faits qui ne sont pas... Tu es journaliste, tu ne peux pas... Non, mais je sais là... Non, tu ne peux pas imaginer des faits. Non, laisse-moi finir mon développement, après tu prends la parole. J'ai dit qu'en 2000, après que Gbagbo ait été confirmé à son poste et que le RDR a estimé que le pouvoir se trouvait encore dans la rue, qu'il fallait aller le chercher, ce mot d'ordre a été lancé. Quand les militants sont descendus dans la rue, ils ont été massacrés par le régime de Gbagbo. Il y a eu des enquêtes même qui n'ont jamais démontré la véracité des faits que tu as fait. Ils ont été massacrés. L'État n'a pas du Le charnier était à quelle époque? Le charnier était à quelle époque? C'est dans cette époque-là. Il y a eu des enquêtes. Mais j'ai dit, non, tu n'arrives pas. Il n'y a quand même pas aujourd'hui là. S'il vous plaît. Chacun son tour de parole. C'est que tu dis là. C'est que tu dis là. Nous sommes d'accord. S'il vous plaît, on va se calmer. Aujourd'hui, comme c'est un régime responsable,
Une élection s'est tenue. Ceux qui devaient participer ont participé. Le président Alassane Ouattara, par la commission électorale, même avant même que la commission électorale ne déclare le président Alassane Ouattara vainqueur, ses adversaires sont montés chacun au créneau pour officiellement dire que c'était lui le vainqueur. Ça a été repris par toutes les presses internationales. Et pourquoi donc aujourd'hui, ceux qui n'ont pas participé à ces élections-là, qui ont demandé à boycotter ces élections-là, veulent venir marcher pour contester ceux à quoi ils n'ont pas participé, ils sont plus ivoiriens. Alors, donc c'est pourquoi c'est une marche de trop. C'est une marche de trop qui ne pourra qu'envoyer des troubles. Alors, le régime responsable que moi je connais, le régime du président Alassane Ouattara, n'autorisera pas cette marche. Alors, M. Nicolé, c'est une question qu'il a soulevée. Hein. Pourquoi manifester pour une élection à laquelle nous n'avons pas participé? Parce que nous sommes... Le PPACI et les PDC. Parce que nous sommes des citoyens de cet État-là et que l'État, en tant que chose publique, doit des comptes aux partis politiques. Je voudrais aussi rebondir sur le fait que les militants du PPACI n'aient pas été assistés quand ils sont allés dans les liens de la détention. Je note une pointe de cynisme qui n'est pas convenable. Mais ça, je laisse chacun responsable de ses actes devant l'État de Côte d'Ivoire et devant les Ivoiriens. Je voudrais dire que chaque fois qu'on a tenté de rentrer en contact avec ces personnes-là, le parquet a refusé. Voilà, on a vu même le député Michel Gbagbo, déjà en août 2025, qui est allé demander un permis de communiquer pour rencontrer sa collaboratrice, qui a été éconduit du parquet. Ça, ce sont des faits qui sont réels. Pour revenir à la question de la marche, le Parti des peuples africains est un parti qui est composé d'Ivoiriens. C'est un parti de droit ivoirien. Et la politique est faite par les Ivoiriens. À partir de ce moment-là, on a le droit, qu'on ait participé ou pas, que nos candidats aient été exclus de la volonté du régime ou pas, on a le droit de demander des comptes à tout moment, même si on n'a pas participé. Est-ce que le parti a obtenu des autorisations administratives nécessaires à l'organisation de cette marche? Nous sommes dans un régime déclaratoire. Après, on a quand même assisté à plusieurs reprises à ce tiraillement-là qui est quand même assez... qui n'est pas de bon augure. Parce que les lois sont faites pour protéger les citoyens et maintenir la cohésion. Et ce qui amène les troubles et ce qui amène les problèmes, c'est quand on tire la loi vers soi. Alors que la loi, elle est impersonnelle, elle est pour tout le monde. À partir du moment où vous avez des personnes qui désirent manifester pour n'importe laquelle des causes, vous devez encadrer cette manifestation-là pour éviter les débordements. Vous ne devez pas réprimer et dire non pour dire non. C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi ne pas permettre cette marche en mettant un dispositif sécuritaire pour permettre à l'opposition, le PPACI, de manifester pacifiquement comme dit dans le communiqué du parti? D'abord, ce que je veux dire, la voix, sinon la mienne, n'est pas celle des autorités de Côte d'Ivoire. Donc, je ne peux pas présager de ce que cette manifestation va être autorisée ou pas. Je donne un avis personnel. Toutes les marches, sinon les dernières marches de l'opposition par rapport à ces élections, notamment celle du 11 octobre, c'est-à-dire juste au lendemain de la campagne électorale, elle avait été dite pacifique. Mais on a vu ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu... On a dit une marche pacifique. On a vu que des individus qui étaient à des barrages ont ouvert le feu sur un sous-officier de la gendarmerie. Pendant qu'on disait que c'était une marche pacifique. Ça, au moins, c'était fait. On dit des enquêtes sont et puis, à côté de ça, à côté de cela, il y a le fait qu'il y a l'esprit et le message qui appelle à la marche. Dans le communiqué. Ça c'est important. Parce que si je ne suis pas militant du PPACI, je ne sais pas ce qui les anime, mais de mon point de vue, je pense que si le PPACI appelait à une marche disant que le processus électoral est terminé, mais on appelle l'État de Côte d'Ivoire à ouvrir des discussions pour donner, sinon pour impulser une nouvelle dynamique à la politique nationale. Donc, nous engageons une marche pour demander à l'État d'accepter, d'ouvrir, si vous voulez, un dialogue. Mais quand vous dites que vous organisez une marche pour revendiquer, sinon exiger la libération de ceux qui ont été pris,
et que vous ne reconnaissez pas ces simulacres d'élection. Élection? Mais Alors, ça veut dire que dans l'appel même à la marche, il y a d'abord la notion de la confrontation. Elle est dénotée, sinon elle est déconnectée de tout, j'allais dire, Ça de reste tout ton esprit, analyse, hein. de tout Non, esprit, voilà, ça reste ton analyse. de ce qui est Bien. pacifique. C'est ton Voilà, analyse. donc au regard de Voilà. ça, Bien, c'est merci. très clair dessus. Merci. ton Michel Bétan, on analyse. termine avec vos réactions oui, là-dessus. moi, je dis, il faut... Bien sûr, je l'ai dit avant de prendre les voix, je dis que c'était mon analyse. Oui, ça reste ton Voilà, analyse. mais bien On sûr, donne ça ne l'impression peut que rester qu'il y a la mienne. d'autres S'il vous plaît, Ivoiriens Eric Ça ne peut que Bayala. rester qui la sont, mienne. contre, qui sont contre la Côte d'Ivoire et d'autres qui sont pour la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous sommes pour le bien de ce pays-là, pour l'avancée de la démocratie. en Non, Côte mais d'Ivoire et ce que pour la- vous dites, Mais et puis non, votre posture, s'il vous plaît, ce que vous dites, tu et me puis laisses votre... finir. Je ne vais pas te laisser Ouais, finir par Bayala, ce que tu dis là, c'est pas vous bien. n'avez pas la C'est parole. Non, Vous n'avez plus la parole. sur ce plateau, est-ce qu'on laisse la parole à quelqu'un? On laisse laisse la la Non, parole. on laisse la parole à quelqu'un. Non. On laisse la Non, parole. non, non. Parce Vous qu'on t'a laissé la parole. Vous interrompez pas. Sinon, vous allez stopper le Oui, laisser je la laisse la parole. parole à quelqu'un. Allez-y, S'il vous plaît, ce que tu dit es. est faux. Non, non. Dit est faux. Hier, Non. d'autres ont marché. S'il vous plaît, merci Pour dire Eric que Bayala. le monde est pour le Eric monde Bayala, de la Côte merci. d'Ivoire. Allez-y, Non, Michel non. Bétan. Hier, C'est faux. d'autres ont marché. C'est ce qui a permis aujourd'hui au président Ouattara. Je me souviens même que après le coup d'État, les leaders du RDR, le parti d'opposition auquel le président Ouattara était, ils étaient tous en prison pour une marche. Ahmed Non. Bakayoko. Non. Ahmed Non. Bakayoko. Non. Tu me laisses finir. Il rectifie. Ils ont été pris au siècle pendant qu'ils étaient en réunion. Ils Pas de étaient marche. là pour une marche. Non. Oh, ils avaient appelé une marche sur la RTI. non. Tu fais Non, c'est Non, faux. c'est C'est pas bon, vrai. je vais finir. Bien, Parce que allez-y. Ce l'histoire n'est nous pas le vrai. regarde. Ils étaient en Ils réunion. étaient Préparation d'une marche. en prison pour une marche. Hein, et que Non, le non, coup non, d'État non. est intervenu. Mais c'est pas vrai, ce Ils qu'il ont dit été là. libérés. Pour non, dire que les ah. marches ont toujours existé. Et Non, les non, marches non, ont non, permis non. à d'autres d'être assis au pouvoir aujourd'hui. Donc on ne peut pas interdire à d'autres de marcher. Donc, pendant que les sous marches prétexte étaient là, que- on a arrêté sous des prétexte gens que- aussi. Sous prétexte que Pendant qu'on faisait les marches vous plaît, autorisées, Eric Bayala. on a arrêté des Eric gens Bayala, aussi. vous n'avez pas Non, la parole, s'il c'est vous une plaît. question que je pose Non, pour le non, relancer. vous ne devez C'est pas pour le poser des relancer. questions à Michel Voilà. Bétan aujourd'hui. Oui, donc Ce si n'est on pas peut une marcher, interview, être arrêté c'est un débat. hier, Allez-y, sur Michel le Bétan, régime allez-y. de je M. Laurent pense Gbagbo, que, il ne faut pas aujourd'hui le- crier Eric au Bayala, loup. s'il vous plaît, on va ceux qui se se calmer. sentent Allez-y. RADP Bon, vous refusent êtes dans un d'entendre esprit de raison, vengeance, alors. refusent d'entendre raison sur la marche du pays. Parce que le pays a connu trop de tristesse du fait des exclusions, du fait des marcheurs qu'on a arrêtés, du fait des personnes qu'on empêchait de s'exprimer. Aujourd'hui, on a l'occasion de rétablir cela. Il faut le faire. C'est pourquoi j'en appelle à la maturité de ceux qui à plus d'ouverture d'esprit, à plus de magnanimité de ceux qui nous dirigent. Parce que la brimade, là, ça a des conséquences. Bien, c'est l'heure du carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, premier carton avec Michel Bétan. Oui, moi, mon carton, vraiment, le pouvoir essaie d'installer un climat de terreur, de peur. Depuis, les leaders de l'opposition sont convoqués pour des motifs qu'on ignore. Mais je pense que c'est pas... Je dis, quand on veut brimer et que c'est excessif, ça entraîne des désordres. Ce n'est pas la bonne attitude pour maintenir un climat d'apaisement, un climat de paix. Il faut que ça change. Il y a un ancien Karamoko, carton rouge. Mon carton rouge s'adresse à l'entourage du président Laurent Gbagbo. Lâchez un peu, le monsieur, il est fatigué. Permettez-lui de se reposer. Quand même, il y a de la matière quand même autour de lui. Ils peuvent quand même refaire, n'est-ce pas, une autre vie au PPAC. Pourquoi vous ne le lâchez pas? Et vous le prenez en otage. Ne prenez pas Gbagbo en otage. Voilà, c'est mon carton rouge pour ceux-là. Bien, Eric Bayala, carton rouge. Vous passez aujourd'hui? Non, je ne passe pas. Je ne passe pas face à l'inconséquence de cette opposition. Parce que, comme je l'ai dit et je mettais ma position, cette marche du 8 novembre, de par le communiqué qui appelle les militants à aller à cette marche, est dépourvue de toute posture pacifique. Et le contenu que cette marche entend défendre dans le contexte qui est le nôtre ressemble à de la provocation. Je le dis parce que on dit que la campagne électorale pour les présidentielles commence le 10, l'opposition appelle à une marche le 11. Tout simplement, figurez-vous que des militants de Mme de Mme Simone Eivé croisent des militants de ce front commun-là en train de manifester dans la rue, forcément il doit y avoir affrontement. Et donc l'État a bien fait de ne pas autoriser cette marche. Nous sommes encore dans le processus électoral. Pendant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé, ils appellent encore à une autre marche le 8 novembre. C'est-à-dire juste après la campagne électorale et juste après le scrutin.
Et donc, c'est dans une posture de défiance qui porte à porter l'anathème sur le fonctionnement même de l'État. Et je pense que tous les partis politiques, comme M. Cédric l'a dit, qui sont de droit ivoirien, convoitent le pouvoir d'État en vue de le conquérir et pour l'exercer. Donc, il ne faut pas porter atteinte au socle de l'État sur le principe même qui fonde l'État, qui n'est rien d'autre que la loi. C'est en respectant que la loi qu'on peut exécuter, sinon on peut mieux faire la politique. Merci. Donc, j'appelle vraiment l'opposition à une posture plus responsable. Merci Eric Bayala. Alors, mon carton rouge va s'adresser à tous ceux qui, depuis des années, sont des fossoyeurs de la démocratie et même de la République. C'est Montesquieu qui disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour vous permettre de vous exprimer. » Lorsque nous sommes dans une république, lorsqu'on est démocrate, il faut laisser toutes les voix dissonantes, toutes les voix qui ne sont pas d'accord avec vous ou avec nous s'exprimer pour qu'on puisse tirer la quintessence de l'expression populaire là, pour pouvoir mieux diriger. Parce que dans une république, on est amené à faire des concessions. Dans une république, on construit la paix par concession. Je ne vais pas prendre tout ce qui m'arrange, tout ce qui me plaît pour moi et dénier à l'autre le droit de parler, dénier à l'autre le droit de s'exprimer, dénier à l'autre le droit de s'épanouir, dénier à l'autre, comme Michel l'a dit, le droit de contester. Ça devient la loi du plus fort. Et nous sommes sortis de ce que Jean-Jacques Rousseau appelait l'état de nature. Parce que même dans l'état de nature, le plus fort ne peut jamais être le plus fort pour conserver sa force ad vitam aeternam. À un moment donné, d'autres intelligences s'expriment pour faire tomber ce plus fort-là. Donc, nous sommes en démocratie. Je donne encore ce carton rouge à ceux-là même qui sont des fossoyeurs de la démocratie, qui pensent que la démocratie, c'est la force brutale, qui pensent que la démocratie, c'est bâillonner les gens, qui pensent que la démocratie, c'est convoquer les cadres de l'opposition à la préfecture de police chaque jour. Oui. Voilà. Merci. C'est un carton rouge. Merci Michel Betta. Merci aussi à Eric Bayala et Lansina Karamoko. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain, 19h30 pour un autre numéro de votre émission de débat entre deux news. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonne soirée.